Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Depuis une semaine, le ministère de la Justice américain a rendu public une nouvelle salve de documents autour de l'affaire Jeffrey Epstein. Des millions de mails, photos, notes inondent la toile, des personnalités du monde entier sont mentionnées, des théories complotistes circulent à grand train et la presse tente de faire la lumière sur cette nébuleuse, de distinguer l'essentiel de l'anecdotique et de remonter le fil des éléments dans un dossier où les principaux intéressés ont disparu et où la parole des victimes peine à se faire entendre. Une affaire hors norme qui touche une partie de l'élite politique, financière et culturelle et pose de nombreuses questions à des rédactions qui ne savent pas toujours comment l'aborder. Devant l'ampleur de la tâche, comment mener une enquête et de quels outils les journalistes disposent-ils? Si le nom de Jeffrey Epstein est aujourd'hui sur toutes les lèvres, que savons-nous vraiment de son parcours, de sa fortune et des conditions qui lui ont permis pendant tant d'années d'échapper à de lourdes condamnations et de poursuivre ses activités pédocriminelles dans un sentiment d'impunité? Des grandes questions et 3 invités pour y répondre. À distance, Laurent Saïm, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, ancienne correspondante à Washington pour le groupe Canal+, et auteur de Ghislaine Maxwell, une femme amoureuse, affaire Epstein, la liaison dangereuse. Ça a été publié aux éditions Robert Laffont. Pour mémoire, Ghislaine Maxwell a été condamnée à 20 ans de prison pour complicité de trafic sexuel en 2022. Et on peut vous lire sur Substack. Votre Substack s'appelle Le Monde de Trump et vous avez suivi toutes ces affaires-là du côté américain. Merci d'être avec nous. En studio, Dusan Bozalka, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant auprès du Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias à Panthéon-Assas et vous êtes un spécialiste de l'analyse des mécaniques complotistes, une thématique essentielle à aborder lorsqu'on explore le cas Epstein. Virginie Villard, qui est grand reporter à Complément d'enquête, une émission d'investigation de France 2 qui a signé notamment l'enquête Les derniers mystères de l'affaire Epstein, devait être avec nous en studio, mais l'actualité oblige à aller sur le terrain pour continuer à enquêter sur le volet français de l'affaire et nous espérons l'avoir un peu plus tard à distance. Voilà, ce sont les aléas du direct. Ingrid Tarouat, que vous connaissez aussi à Courrier International, bonjour. Bonjour François. Vous serez avec nous pour une chronique cette semaine autour d'Epstein, bien sûr, mais avec quel angle ? Je vais vous parler de la façon dont les médias un peu partout dans le monde s'emparent de cette montagne de documents qui vient d'être publiée. Voilà, montagne de documents, démêler le vrai du faux, arriver à s'en sortir et à pouvoir justement correctement faire ce métier. Ce font partie des problématiques que nous allons aborder au cours de cette émission. Vous avez le programme complet donc, de l'épisode 23 de la Fabrique de l'information. Merci pour votre écoute, vos messages nombreux et encore et toujours votre fidélité. Alors, Jeffrey Epstein, à la base, c'est un Américain issu de la classe moyenne qui est devenu multimillionnaire. Comment ? On ne le sait toujours pas, vraiment. On sait qu'il gérait le patrimoine de gens millionnaires. Jeffrey Epstein, c'est un multimillionnaire américain accusé d'avoir organisé un trafic sexuel pédocriminel dans lequel étaient notamment impliquées de nombreuses célébrités. Le 10 août 2019, le milliardaire Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. Un mois plus tôt, des photos de jeunes filles mineures dénudées étaient découvertes dans son appartement new-yorkais. Jeffrey Epstein a laissé derrière lui une affaire tentaculaire. Sa mort a nourri au fil des années de nombreuses théories du complot, certaines évoquant un assassinat destiné à protéger des personnalités influentes, comme Donald Trump, Bill Gates, l'ex-prince britannique Andrew ou encore Elon Musk. C'est un nouveau tremblement de terre dans l'affaire Jeffrey Epstein. Plus de 3 millions de pages avec des milliers de photos et de vidéos issues du dossier du criminel sexuel ont été rendues publiques ce vendredi par la justice américaine. Des documents qui mentionnent massivement Donald Trump, mais aussi d'autres personnalités. Donald Trump sur CNN. Il est temps que le pays passe à autre chose, dit-il, maintenant que rien n'est sorti à mon sujet, à part le fait que c'était un complot contre moi par Epstein et par d'autres. Ces nouveaux documents citent d'autres noms, parmi lesquels l'ancien ministre français Jack Lang. Pour commencer, quelle est la nature de votre relation avec ce prédateur sexuel, Jack Lang ? D'abord, je ne l'ai pas connu comme prédateur sexuel. Je l'ai connu... En 2010, sauf qu'en 2008, déjà, il avait été condamné pour pédocriminalité, pour avoir recouru au service de dizaines de prostituées mineures. Vous le connaissez en 2010, en 2008, il a été condamné et vous ne le saviez pas. Je ne le savais pas.
Voilà, 2008, une date clé. On aura l'occasion d'y revenir en retraçant quand même un peu le parcours de Jeffrey Epstein, parce que même si on en parle tout le temps en ce moment, je pense qu'on connaît finalement pas si bien ce personnage. Je crois qu'il est intéressant de prendre un peu de temps pour le faire. On va le faire d'ailleurs avec vous, Laurent Saïm, pour comprendre comment il est arrivé dans le monde de la finance aux États-Unis et surtout comment il a pu devenir si influent. En gros, d'où il vient, Jeffrey Epstein? Eh bien, il vient de la banlieue de New York, Jeffrey Epstein, et c'est quelqu'un qui aimait dire je suis quelqu'un qui travaille énormément, qui ne pense qu'à ça, qui n'aime pas faire autre chose que travailler et qui était extrêmement ambitieux. Au départ, c'est un mathématicien. Ensuite, il devient professeur dans une école privée où il y a tous les enfants des gens extrêmement riches de New York, dans le quartier de Manhattan qui s'appelle Upper East Side. Et là, eh bien, il commence à dire qu'il peut donner des cours particuliers à des enfants qui ont des difficultés en mathématiques. Et c'est comme ça qu'il approche des gens extrêmement puissants. Et un jour, un homme lui dit « Mais au lieu d'être prof, tu devrais venir travailler avec moi dans mon fonds d'investissement pour m'aider à faire de l'optimisation fiscale. » Et c'est à ce moment-là que, par la petite porte, Epstein rentre dans un fonds d'investissement très important, commence à faire de l'optimisation fiscale, ça marche très bien à ce moment-là pour lui, rencontre des gens importants et petit à petit, avec l'ambition qu'il a, il pénètre le tout Wall Street. Ouais, c'est très intéressant de comprendre que ça passe effectivement par des cours particuliers d'enfants dont les parents font partie justement de cette élite-là. Puis il va ensuite rencontrer un personnage important qui va lui donner de l'influence. Ce sera le patron de la marque Victoria's Secret, Leslie Wexner, qui, je crois, va lui confier une partie de son patrimoine. Et ce qui est très intéressant, c'est la vitesse à laquelle ça a été. C'est-à-dire qu'avec cet homme, il pénètre un fonds d'investissement, il rencontre des gens et il est d'une telle ambition qu'il dit à ses collègues moi, je veux tout le temps rencontrer des gens riches pour faire des affaires avec eux. Et il se rend compte que les gens riches vont passer leur week-end à Palm Beach. Et donc, il avait décidé tous les week-ends, le vendredi, il avait repéré que les gens riches prenaient l'avion pour aller dans la ville de Palm Beach, en Floride, à partir de New York. Et tous les week-ends, il prend un billet d'avion en business class pour dire, voilà, je vais sûrement à côté de moi rencontrer des gens qui ont une maison à Palm Beach, ça sera du networking et je commencerai à leur dire à quel point je suis bon dans l'optimisation fiscale et c'est ce qui s'est passé. Et il a eu beaucoup de chance parce que lors d'un de ses voyages de New York à Palm Beach, il est assis à côté d'un comptable, d'un des hommes les plus importants aux États-Unis qui s'appelle Lex Wexner, qui est un homme qui possède une fortune considérable. Il a convaincu le comptable de rencontrer Les Wexner. Il y a eu un coup de foudre professionnel qui s'est passé entre les deux hommes et il a pris la place du comptable un an après que Les Wexner a renvoyé dans des conditions épouvantables. Le comptable a été ruiné et a même fait une tentative de suicide après l'arrivée de Jeffrey Epstein, le remplaçant dans l'entreprise. Alors, vous avez déjà prononcé le mot suicide, un mot qui entoure tout le parcours de Jeffrey Epstein et évidemment de celles et ceux qui l'ont suivi de près ou de trop près. C'est intéressant que vous nous parliez de Palm Beach parce que c'était aussi dans cet endroit-là qu'il va commettre des actes répréhensibles ou du moins que les premières enquêtes vont commencer à être menées contre lui en 2005. Alors, vous allez me dire si je me trompe, mais il me semble qu'à Palm Beach, il y a plusieurs régions, il y a plusieurs parties de la ville. Il y a un pont à traverser. Lorsqu'on traverse ce pont, on arrive du côté des quartiers pauvres. Et c'est là-bas que Epstein va, entre guillemets, recruter ou proposer à des jeunes femmes de 14 ans, de 15 ans, de venir chez lui, dans sa maison, pour pratiquer des massages. Et il commence finalement ici son activité répréhensible, du moins de ce que l'on sait de cette enquête qui démarre en 2005. Alors, c'est très intéressant parce qu'en France, il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport à cette époque. En fait, Palm Beach, ça a commencé vraisemblablement en 1994 ou 1995 et ça a duré vraiment très longtemps. Et en tout cas, avec des jeunes filles qui n'étaient pas majeures, il y a eu des abus jusqu'en 2007 et 2008 au moment où Epstein va passer 1 an de prison.
Ensuite, il faut se souvenir de l'époque. On est dans l'avant MeToo. Il y a des fêtes fastueuses avec les gens très riches qui sont organisées, avec à l'époque aux États-Unis des mannequins superstars. Les gens très riches veulent être toujours avec des filles jeunes, des filles très belles, des mannequins, des agents de mannequins qui poussent les filles très belles à être avec les gens très riches. Ces filles très belles ont souvent des amis qui veulent profiter d'une belle maison, d'un avion privé, etc. Personne ne demande la carte d'identité et il y a des orgies qui se passent. Et l'affaire Epstein, c'est des gens extrêmement riches qui, dans les années 90 et dans les années 2000, se voient entre eux dans la maison de Palm Beach de Jeffrey Epstein. Personne ne parle. Les orgies se passent en toute impunité. Il y a de la drogue, il y a de la débauche, il y a des jeunes filles qui ne sont pas majeures, qui viennent, qui sont abusées. Et ensuite, Jeffrey Epstein, au-delà de ça, qui reconnaît, et ça c'est montré dans certains documents, avoir un appétit sexuel démesuré, fait venir des jeunes filles pour le masser, officiellement pour avoir des contacts sexuels avec ces jeunes filles, et certaines, évidemment, ont moins de 18 ans, et la plus jeune, vous l'avez dit, à 14 ans. Et c'est à partir de ce moment-là que les mères de cette jeune fille, voyant leur enfant, leur adolescente avoir du liquide, peut-être dans une quantité bien trop importante dans les poches, commencent un peu à s'intéresser à cet argent, à essayer de comprendre d'où il vient et même à s'inquiéter. Et il y a les premiers signalements qui sont faits à la police, je crois, donc en 2005. Oui, et ça, c'est très intéressant à dire. Les premiers signalements, ils ont été faits même avant 2005 à la police de Palm Beach. Et Epstein et ses complices avaient sécurisé d'une certaine manière le silence de certains enquêteurs à la police de Palm Beach. Epstein, et c'est le cas aux États-Unis, dans une pratique qui se fait assez souvent, avait donné de l'argent à la police de Palm Beach. La police de Palm Beach, chaque année, pour ses bonnes œuvres, réclamait aux gens très riches de Palm Beach de l'argent. Et on a découvert dans les documents que Epstein était l'un des plus grands fondateurs. Donc il adorait donner beaucoup d'argent une fois par an à la police de Palm Beach pour leur sapin de Noël, les enfants en difficulté, etc. Et quand les jeunes filles qui, souvent, vous l'avez très bien dit, étaient issues d'un milieu défavorisé dans la banlieue de Palm Beach. Palm Beach, c'est un peu comme à Paris, ce serait le Neuilly-sur-Seine de Paris. Et puis, il y a autour toute la banlieue de Palm Beach. Eh bien, quand ces jeunes filles qui, souvent, travaillaient comme masseuses dans un hôtel de luxe ou travaillaient pour gagner un peu d'argent, puisque vous savez qu'aux États-Unis, la scolarité, c'est payant, eh bien, Epstein allait les voir là. Et quand ces jeunes filles allaient voir la police de Palm Beach en disant « c'est terrible, voilà ce qui s'est passé », ou que les mamans découvraient qu'il y avait du cash dans des cartables et disaient « mais comment t'as gagné cet argent ?» Eh bien, la police de Palm Beach ne les a pas entendus. Et ça a duré des mois et des mois. Des jeunes filles et des parents qui allaient voir les enquêteurs et qui disaient « voilà ce qui s'est passé ». Et tout le monde, d'une certaine manière, n'entendait pas. Et puis, à un moment donné, il y a eu une division au sein de la police de Palm Beach. Et il y a des enquêteurs qui ont commencé vraiment à recueillir des témoignages. Ces témoignages ont été enregistrés par des caméras vidéo. Les témoignages étaient terribles, mais il a fallu des années avant qu'un procureur ne s'empare de l'affaire pour poursuivre Epstein en justice. Les premières poursuites judiciaires ont eu lieu en 2007. Vous vous rendez compte ? Et le procès a eu lieu en 2007 avec Epstein à l'époque qui prend des avocats extrêmement puissants, qu'il paye extrêmement cher pour se défendre au mieux. Et il aurait dû passer 30 ans de prison. Il est condamné à 1 an de prison. On reviendra justement sur ce qu'on a appelé le sweet deal pour bien comprendre les liens entre la police, la justice et donc le monde qui entoure Jeffrey Epstein. Vous nous avez dit en tout cas 2 choses très intéressantes qui vont devenir récurrentes tout au long de ce parcours. C'est à la fois le fait qu'on n'entend pas, que l'on ne croit pas dans un premier temps les victimes, que ce soit les mères ou les filles elles-mêmes, et bien sûr le pouvoir de l'argent, l'argent qui va arroser cette police de Palm Beach pour obtenir un silence, et cet argent qui sera là tout au long évidemment de cette enquête jusqu'à sans doute aujourd'hui. Avant de poursuivre et de remonter le fil chronologique des éléments, et je crois que c'est important dans cette affaire tant elle est nébuleuse, Dusan Bozalka, on
on a vu que Jeffrey Epstein est très lié aussi à la sphère complotiste, est très présent dans, on va dire, sur les internets, puisqu'il y a à la fois ce qui se passe dans les médias traditionnels et ce qui se passe sur Internet. Vous diriez que l'apparition de Jeffrey Epstein dans les sphères complotistes remonte à quand ? Alors elle remonte en réalité très probablement dès les débuts de l'affaire. Seulement, elle a été popularisée sur tout un tas de plateformes différentes et la plus influente à qui on doit le cadrage complotiste contemporain tient en grande partie de la plateforme 4chan. Alors 4chan, pour le dire simplement, c'est une plateforme anglophone qui est composée de forums anonymes et dans l'un de ces sous-forums apparaît une communauté complotiste qui formera par la suite QAnon. Alors, ce n'est pas anodin de séparer ces deux entités, puisque d'un côté, on a un utilisateur anonyme qui, en fait, va publier des messages cryptiques pour se faire passer pour un proche de Donald Trump. Lui, c'est Q, c'est Q, tout à fait. Et les Anon sont ses adhérents qui vont tenter de décrypter ces messages la plupart du temps ou de les corroborer avec des recherches transmédiatiques, des preuves incriminantes, qu'il s'agisse de documents et d'images. Et en fait, Q va dire dans ses premiers messages, plus précis, alors il y en a 4966, mais il le dira pour la première fois dans le message 133, que Epstein, en réalité, fait partie d'un état profond contre lequel Donald Trump cherche à lutter. Et dans cet état profond, on retrouve la corruption des élites démocrates, on retrouve la corruption des médias qui cherchent à cacher les crimes de ces élites démocrates. Et Epstein serait l'un des rouages importants puisqu'il participerait, ou il serait le chef d'un réseau pédo-satanique qui s'adonnerait à des rituels de sacrifice de mineurs et qui organiserait en fait tout ce réseau en faveur des élites démocrates corrompues depuis son île et d'autres endroits. Alors on rappelle qu'effectivement son île, dans le cadre de ses différentes propriétés qu'il a pu acquérir, il y a évidemment cette île dans les îles Vierges, donc cette maison où ont eu lieu de nombreux actes, de nombreux viols, et les documents que nous sommes en train en ce moment de recueillir montrent parfois des vidéos qui sortent de cette île-là. Mais ce qui est intéressant de bien comprendre dans le narratif complotiste de cette époque-là, c'est que pour l'instant, Jeffrey Epstein est plutôt apparenté au camp démocrate, dont les théories bien connues du complot circulent sur le fait qu'il y a des complots pédo-satanistes. On se rappelle notamment de toute l'affaire Hillary Clinton avec le Pizzagate. Et donc, pour l'instant, Donald Trump n'est pas éclaboussé par ce scandale-là. On a bien compris ce cadrage et évidemment, on y reviendra. Si on continue, là on est dans une sorte d'affaire souterraine. Si maintenant on revient à la surface et on revient au fil des événements avec vous, Laurent Saïm, on en est à ce sweet deal, c'est-à-dire que la police a enquêté, ils ont fini par entendre les victimes, il y a bien eu une condamnation pour prostitution et une peine seulement de 18 mois, enfin vous l'avez dit 1 an, en tout cas d'un peu plus d'1 an. Comment on peut expliquer que cette peine soit si douce ? Alors, c'est le fait d'avoir de très bons avocats. Au moment où, effectivement, les policiers ont fait à Palm Beach un travail absolument incroyable, certains enquêteurs, dont le chef d'ailleurs de l'enquête principale est mort il y a quelques années. Il y a beaucoup de morts dans l'affaire Epstein. En tout cas, à Palm Beach, certains enquêteurs de la police de Palm Beach font un travail absolument incroyable. Il y a un procès. Et là, Jeffrey Epstein prend les meilleurs avocats du monde. Il prend un avocat qui s'appelle Alan Darkovitz, mais il prend surtout un avocat qui s'appelle Kenneth Starr, qui était, dans une autre époque, le procureur en charge de l'affaire Monica Lewinsky. Donc, il connaît extrêmement bien les dossiers d'abus sexuels. Epstein le paye une fortune et le sweet deal, c'est très simple. Ils vont négocier avec le procureur qui à l'époque s'appelle Alex Acosta. Et il y a des rencontres secrètes qui sont organisées dans des hôtels. Et dans la justice américaine, ça se passe souvent comme ça. Vous avez certainement vu des films où on voit des avocats très bien habillés essayer de trouver un accord avec des procureurs. C'est ce qui s'est passé. Ils ont été voir Alex Acosta et ils lui ont dit voilà, Jeffrey Epstein, il va reconnaître sa culpabilité sur le trafic sexuel et sur la prostitution d'une jeune fille. Mais en échange, s'il reconnaît être coupable, vous diminuez la peine de prison. Et à la surprise générale, il y a donc ce qui s'appelle, dans la justice américaine, un sweet deal, un accord entre un procureur et un avocat. Et les jeunes filles, les autres, sont
totalement passé sous silence. C'est un scandale absolu qui est vite étouffé parce que, en plus du sweet deal, les avocats de Jeffrey Epstein, à la demande de Jeffrey Epstein, décident de sceller les documents pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'aucune déposition de jeune fille, aucun rapport de police ne peut être vu, n'est dans le domaine public. À l'époque, il n'y avait pas Internet, mais quand vous étiez journaliste, vous pouviez quand même avoir accès à des dépositions. Mais d'un seul coup, les avocats de Jeffrey Epstein bloquent tout. Et ces documents, ces dépositions, ces témoignages de victimes, personne ne peut plus les voir si vous n'étiez pas dans la salle du procès. Ça nous amène de 2007 à 2017. En 2017, à l'époque, Donald Trump vient de devenir président des États-Unis. Et qui est son ministre du Travail ? Alex Acosta, le procureur de 2007, qui a fait le sweet deal. Et des journalistes, et notamment une journaliste du Miami Herald, se souvient, elle, jeune journaliste, qui a couvert en 2007 le procès Epstein, qu'Alex Acosta était le procureur. Et là, il est devenu le ministre du Travail. Et elle sait qu'elle va pouvoir avoir accès aux documents puisque 10 ans sont passés. Et avec une équipe d'investigation, eh bien, quand les documents en 2017 passent dans le domaine public, le Miami Herald décide d'enquêter, de retrouver ces documents et c'est eux qui sortent l'affaire Epstein qui aboutit 2 ans plus tard à l'arrestation de Jeffrey Epstein. Alors là, c'est très intéressant ce que vous nous dites pour bien comprendre, parce qu'on se dit, mais comment a-t-il pu commettre autant d'actes sans forcément se faire voir ou avoir ? En fait, on comprend avec vous et avec les conclusions et les conséquences de ce sweet deal qu'il a quasiment bénéficié pendant une décennie d'une forme d'immunité. Alors, une immunité qui ne dit pas son nom, mais à vous entendre, on voit qu'il y a des témoignages qui ne sont plus reçus. En gros, on lui donne un blanc-seing et on comprend que cet homme déjà riche, puissant, avec de nombreuses conditions, fait cette petite peine de prison, en plus qui a été très aménagée, et se dit en sortant, maintenant ça y est, je peux faire ce que je veux. Oui et non. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est toute la difficulté maintenant de l'affaire Epstein. À partir du moment où il sort de prison, et vous l'avez très bien dit, franchement, ils ont aménagé des conditions de prison où Epstein pouvait tous les jours, avec son chauffeur, aller travailler chez lui. Il sortait de prison, il devait dormir le soir en prison. Ça a duré plus d'1 an, mais en gros, il ne dormait qu'en prison et la journée, il était autorisé à sortir de prison. Quand il sort, il est quand même enregistré comme délinquant sexuel. Et à ce moment-là, tout le monde sait, et vous savez, Palm Beach, c'est un petit milieu, c'est là où Donald Trump passe beaucoup de temps. Il y a des gens extrêmement puissants qui sont à Palm Beach le week-end et qui commencent à vivre à Palm Beach. Mais le tout New York, le tout Los Angeles, le tout Hollywood, le tout Wall Street, bref, les gens importants, ils savent quand même que Jeffrey Epstein a été en prison. Et à partir de cette époque, et je répète les dates, à partir de 2008-2009, il y a beaucoup de gens qui décident de couper tout lien avec Jeffrey Epstein. Et il y a le New York Post, qui est un journal, un quotidien à New York, qui va quand même un jour traquer Jeffrey Epstein et qui s'aperçoit avec un photographe que Jeffrey Epstein marche dans les rues de Central Park avec le prince Andrew. On est en 2009 ou début 2010, et à ce moment-là, quand le New York Post met à la une cette photo, ils disent le pervers avec le prince. Donc, quand on entend dans le monde entier des gens dire mais on ne savait pas ce qu'était Epstein, on ne pensait pas, etc. Aux États-Unis, les gens importants, ils savaient tous que Epstein, il fallait pas trop le voir parce que il y avait quand même cette condamnation et il continuait toujours à avoir des jeunes mannequins et des filles autour de lui. Donc, il faut faire très attention dans la période actuelle aux dates. Par exemple, Donald Trump, qui a très bien compris ça, a toujours dit « à partir de 2006, j'ai coupé tout lien avec Jeffrey Epstein ». Si demain, dans les dossiers Epstein qui sont absolument colossaux, on s'aperçoit que Donald Trump, après 2008 ou après 2009, a vu à un moment donné Jeffrey Epstein, là, ça va être une affaire absolument encore plus que ce qu'on a. Donc, restez bien sur les dates. À partir de 2009, aux États-Unis, pour le tout New York, le tout Wall Street, etc., Epstein, il était loin d'être fréquentable.
Et je peux me permettre aux États-Unis comme partout dans le monde, parce que j'imagine qu'en 2009, tout de même, si on faisait une simple recherche sur Google concernant Jeffrey Epstein, même depuis la France, on aurait pu et on avait accès à une information sur le fait qu'il a été condamné, ne serait-ce que grâce aux articles de presse qui ont pu en rendre compte. Et vous avez parfaitement raison, et vous savez qu'on y est attaché, nous, ici, à la Fabrique de l'Information, de parler des rédactions et des journalistes. Et le Miami Herald a joué un rôle déterminant, justement, dans cette enquête. Et cette journaliste que vous évoquiez tout à l'heure, qui n'a pas lâché l'affaire, qui est revenue justement sur cette affaire, a fait un travail crucial dans le dévoilement de l'enquête, et je pense que c'est important de le rappeler, surtout à l'heure où la presse américaine... Elle s'appelle Julia Brown, et il faut aussi comprendre le contexte. Et je crois qu'en France, ça, je me permets de le dire, moi je n'aime pas critiquer ce qu'on rapporte, etc. Mais les Français, ils découvrent l'affaire Epstein, alors que nous, aux États-Unis, ça fait 10 ans qu'on vit avec cette histoire Epstein. On en parle régulièrement, on la couvre régulièrement, etc. Julia Brown du Miami Herald, en 2017, le Miami Herald s'aperçoit que le New York Times a fait l'affaire d'Harvey Weinstein. On est dans l'époque MeToo. Et donc, il y a des budgets importants qui vont aussi être débloqués par des directions d'information pour enquêter sur les gens puissants. Et quand Julia Brown qui va voir son directeur de la rédaction en lui disant « Voilà, les dossiers sur Epstein sont passés dans le domaine public et il faut qu'on mette des moyens pour essayer de voir ce qu'il y a dans ces dossiers », le Miami Herald se dit « C'est formidable, ça va être une histoire formidable. Évidemment, on va mettre des moyens, on va t'aider pour que tu puisses faire des recherches. » Et elle ne bosse pas une semaine. Ils ont bossé des mois entiers avant de publier et de révéler au monde l'affaire Epstein. Voilà, et vous avez recité une date clé charnière, c'est 2016, 2017. 2017, c'est bien sûr l'Amérique de MeToo, avec le scandale d'Harvey Weinstein, et évidemment une attention et une opinion publique qui va se focaliser sur ce qu'on a baptisé à ce moment-là et qui est resté des prédateurs sexuels, dont évidemment Jeffrey Epstein endosse ce rôle-là. 2017, c'est aussi un an après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, et ce Donald Trump commence à être mêlé dans les affaires de Jeffrey Epstein. On l'a vu, Dušan Bozalka, comment la sphère complotiste va réagir par rapport à leur héros, puisque Donald Trump est quand même une figure de proue qui a beaucoup utilisé la sphère complotiste pour pouvoir asseoir sa campagne et ses idées. Comment vont-ils réagir à des documents qui pourraient potentiellement compromettre Donald Trump avec Jeffrey Epstein ? En réalité, Q et Lenin vont opérer un cadrage qui est extrêmement partisan. C'est d'ailleurs un ensemble de théories complotistes ultra-partisanes qui sont à la faveur de Donald Trump et de Donald Trump uniquement. Et en réalité, ce que va faire Q, c'est que sur 4chan, il va continuer à développer la trame narrative de cette affaire en se focalisant en réalité sur certains personnages clés. Et donc, il va, avant Maxwell, expliquer que celle qui aidait Epstein à gérer tout ça était Rachel Chandler, une inconnue, mais qui avait des liens avec Epstein et Maxwell et qui aussi entretenait des liens avec de nombreuses autres célébrités. Elle avait d'ailleurs des photos avec Bill Clinton. Et Q va se focaliser sur cette personnalité. Dans le même temps, en réalité, Q, ce qu'il fait, c'est aussi un recadrage de l'actualité médiatique. Et donc, à chaque fois que l'affaire Epstein va revenir sur le devant de la scène aux États-Unis, Q va proposer un recadrage complotiste de cette actualité en se concentrant en réalité sur le rôle de l'État profond derrière tout ça et des élites démocrates. Il y a aussi d'autres moments qui vont venir solidifier en réalité la mise en scène de Q, puisqu'il dit qu'en fait il est proche de Donald Trump et parfois il laisse entendre qu'il est Donald Trump lui-même. Par exemple, un élément clé a été le fait que Virginia Giuffre ait retweeté un message d'un... Rappelez-nous, Virginia Woolf, qui est cette personne qui est aussi un personnage clé de l'affaire. Exactement, il s'agissait de l'une des victimes de Epstein qui avait entamé des procédures contre lui. Elle a retweeté un tweet d'un Anon qui justement amplifiait certains récits complotistes portés par Q. Dans le même temps, il y a eu différentes périodes d'élargissement en réalité de ces communautés Anon qui sont allées de pair avec l'affaire Epstein. Donc en 2019, en 2020 et surtout dans le sillage de la pandémie, on a vu l'apparition de plein d'influenceurs complotistes, non seulement américains mais aussi européens, qui ont embrassé ce cadrage, qui l'ont repris, qui l'ont étendu, mais toujours de manière favorable à Donald Trump. Et d'ailleurs, Donald Trump lui-même a repris certains des cadrages complotistes. On pense notamment aux élections qu'il a perdues. Et donc, 2020, de 2020. Et donc, en réalité, Trump
joue du cadrage complotiste, il l'utilise. Et le cadrage complotiste devient presque le cadrage officiel lorsque c'est opportun de l'administration américaine de Trump. Or, là, Trump est impliqué, donc évidemment, cette affaire, lorsqu'on joue avec le feu, quel cadrage complotiste, on peut finir par se brûler. C'est exactement ce qui s'est produit. Mais il n'y a pas de scission à ce moment-là, peut-être des gens qui étaient convaincus, et je reviens justement à la thèse pédocriminelle et pédophile qui a été justement très très longtemps déployée par toute cette sphère-là, en se disant finalement Donald Trump fait peut-être partie de ces gens-là, moi maintenant je m'en détourne. Effectivement, alors c'est un moment d'érosion et surtout pour les communautés complotistes transnationales, puisque d'ailleurs en fait la défaite de Trump et puis l'arrivée de cette affaire où Trump commence à être impliqué, elle va de pair avec la disparition de Q. Et en réalité, les communautés complotistes transnationales, qu'elles soient francophones, italophones, germanophones, elles commencent à faire sécession de leurs antécédents et non, et commencent à prendre des distances avec la sacralisation de la personnalité de Q et donc de Donald Trump lui-même. Cela dit, il y a quand même une frange assez importante de toute cette communauté d'influenceurs qui continue à défendre Donald Trump en disant que ce qui lui arrive aujourd'hui et le fait qu'il soit cité soit une tentative de l'État profond de nuire à sa candidature lors des midterms. Et donc ça s'inscrit déjà dans un épisode de contestation des prochaines élections américaines. France Culture, la fabrique de l'information, François Saltiel. Et aujourd'hui, on tente de faire la lumière sur cette affaire nébuleuse qui concerne Jeremy Epstein et ses documents qui ont été divulgués depuis une semaine dans le monde. Ces millions de documents, nous n'y sommes pas encore arrivés car on prend le temps de retracer les dates clés, les éléments pour bien comprendre ce qui révèle d'une révélation, ce qui est juste un continuum. Nous le faisons à distance avec Laurent Saïm, journaliste, ancienne correspondance à Washington pour le groupe Canal+, qui a d'ailleurs consacré un livre à Ghislaine Maxwell et ses liaisons dangereuses avec Jeffrey Epstein, et qu'on peut continuer à lire sur son Substack Le Monde de Trump. Et nous le faisons avec Dusan Bozalka, qui est doctorant spécialiste des sphères complotistes à Paris, Panthéon, Assas, et peut-être que nous retrouverons un peu plus tard Virginie Villard, qui est actuellement sur le terrain. Elle est grand reporter à complément d'enquête. Elle a signé un reportage que vous pouvez toujours voir sur France Télévisions qui s'appelle Les derniers mystères de l'affaire Epstein. Et techniquement, aujourd'hui, elle est en train d'enquêter sur le volet français, car cette affaire est une affaire mondiale qui concerne tous les journalistes, et il est important de comprendre comment ils travaillent et quels sont aussi les défis auxquels ils font face. On est maintenant en 2019. Le 2019, on a ce moment important où on retrouve Jeffrey Epstein mort dans sa cellule. L'enquête va conclure un suicide. Là aussi, ce suicide pose de nombreuses questions, notamment dans les sphères complotistes. On n'y croit pas. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent nuancer, voire contredire ce suicide. Qu'est-ce que l'on sait, Laurent Saïm, de cet épisode du suicide? On sait que, par exemple, il y a eu des contre-enquêtes de certains médecins légistes, et notamment reconnus, qui expliquent qu'il n'a pas pu se suicider au vu des différentes fractures qui ont pu être constatées sur son corps. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une bataille d'experts légistes. Et dans les documents Epstein, et je rappelle qu'il y a 3 millions de documents, donc on ne les a pas tous vus, mais en tout cas, il y a des vidéos pour la première fois de l'intérieur de la prison qui sont sorties dans cette nouvelle publication de documents. Il y a beaucoup aussi de chronologie factuelle de à quel moment les gardes ont vu Epstein pour la dernière fois, à quel moment Epstein est sorti de sa cellule, à quelle heure précise Epstein a été retrouvé. Il y a une information qui est quand même très intéressante, c'est un email montrant que pour éviter que le corps d'Epstein transporté de la prison à l'hôpital ne soit filmé, ils ont visiblement pris des draps et des polochons, des oreillers pour faire la forme d'un corps, et ils ont sorti ces draps, ces oreillers cachés par une couverture pour imiter le corps d'Epstein par la porte principale, alors que le corps inanimé de Jeffrey Epstein était sorti par une porte de derrière. Ça, on ne le savait pas. Ensuite, il y a quand même beaucoup d'informations nouvelles qui sortent sur ce qui s'est passé à l'intérieur de cette prison à partir du moment où Jeffrey Epstein est incarcéré, c'est-à-dire en juillet 2019. Moi, l'information qui m'a le plus marqué, c'est que quelques jours après son arrestation, Epstein a tenté une première fois de se suicider.
Ça, on ne le savait pas. Il y a un rapport qui a été fait là-dessus. Ensuite, il a vu un psychologue et un psychiatre qui ont fait un rapport en disant bah non, on a parlé avec lui, il n'est pas du tout suicidaire. Donc il y a un rapport médical après une première tentative de suicide disant non, Jeffrey Epstein n'est pas du tout suicidaire. Et puis on apprend que ensuite Epstein parle vraiment très calmement avec ses avocats qu'il voit à l'intérieur de la prison. On apprend aussi quel est le dernier coup de téléphone de Jeffrey Epstein. Il y a beaucoup de choses et il y a évidemment beaucoup de choses dans les documents sur la bataille d'experts. Mais CBS News avait fait, après la mort de Jeffrey Epstein, une enquête absolument formidable sur la bataille de médecins légistes parce que le frère de Jeffrey Epstein n'a jamais cru à la thèse du suicide. Voilà, et il mène effectivement campagne depuis longtemps pour essayer de faire la lumière sur cette affaire-là. Ce frère d'ailleurs a été interrogé dans le reportage de Virginie Villard. Alors c'est là où tout devient une nouvelle fois encore complexe, Dušan Bouzelka, puisque il serait trop facile de dire qu'elle est complotiste d'un côté, qui imagine une multitude de récits, et puis derrière une vérité, mais une vérité qui peine à s'établir, puisqu'on l'a bien entendu à l'instant, il y a des batailles de récits. Donc comment on arrive justement à s'y retrouver, cette thèse du suicide dans les sphères que vous fréquentez en tant qu'observateur? On n'y a jamais cru, le narratif était simple, c'est on a voulu le tuer car cet homme-là avait des secrets à révéler et on l'a tué pour qu'il ne puisse pas les révéler. Oui, tout à fait, et finalement ce n'est qu'un prolongement de ce que Q peut couvrir en termes de recadrage de l'actualité. Comme je le disais, chaque événement va être traité au prisme d'un cadrage complotiste, qu'il s'agisse du suicide, qui est évidemment contesté, et qui est perçu comme une tentative de faire disparaître ce qui pourrait incriminer les élites démocrates pédosataniques corrompues, et ce qui va s'en suivre ensuite, puisque des documents qui vont être révélés dans le cadre d'affaires vont être disséquées par les communautés de Anon. Elles vont faire l'objet de recoupements entre différents documents pour les rendre incriminants, alors que les liens ne sont pas toujours présents. En fait, on va chercher dans le bruit de toute cette production transmédiatique des éléments incriminants. Et c'est aussi d'ailleurs ce que font les influenceurs complotistes européens, puisque eux, leur travail, c'est d'adapter ces récits aux audiences complotistes européennes. Et donc, bien, les influenceurs complotistes francophones, par contre, en tant qu'exemple, vont rechercher des preuves incriminantes qui vont traiter de personnalités politiques françaises influentes. Et c'est la même chose aussi dans les autres communautés de Anon transnationales. Qu'est-ce que vous avez dit, CNN? Que diriez-vous aux victimes pour qui justice n'a pas été rendue? Vous savez, vous êtes la pire des journalistes. Ne vous demandez pas pourquoi CNN n'a aucune crédibilité en raison de personnes comme vous. Vous savez, c'est une jeune femme et je ne crois pas vous avoir déjà vu sourire. Je vous connais depuis 10 ans et je ne crois pas avoir déjà vu un sourire sur votre visage. Et vous savez pourquoi vous ne souriez pas? Parce que vous savez que vous ne dites pas la vérité. Vous représentez une organisation très malhonnête et il devrait avoir honte de vous. Ce sont des victimes d'un agresseur sexuel. Un échange très intéressant donc entre une journaliste de CNN face à Donald Trump qui invite donc les médias à passer à autre chose, ce qui est loin d'être en train de se passer, puisque nous avons justement des millions de documents que l'on peine encore véritablement à analyser, à explorer. Laurent Saïm, vous qui avez bien connu la Maison-Blanche, lorsqu'on est journaliste de CNN, qu'on a un Donald Trump en face de nous et qu'on a cette affaire monstrueuse avec des documents qui sont publiés, comment on arrive à exercer notre métier? Comment on arrive aujourd'hui? Qu'est-ce que vous sentez du climat de la presse américaine par rapport à cette affaire Jeffrey Epstein et surtout par rapport à un Donald Trump qui a l'art de la division, l'art de la distraction? Oui, alors déjà, à un moment donné, j'ai couvert Donald Trump avec mes confrères de CNN à la Maison-Blanche et je peux vous dire que l'attitude de Donald Trump contre CNN n'est absolument pas nouvelle et a toujours été très violente. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un homme qui s'appelait Jim Acosta, qui a absolument aucune relation avec Alex d'Acosta, mais en tout cas, Jim Acosta, c'était le correspondant vedette à la Maison-Blanche de CNN et à un moment donné, dans les conférences de presse, Jim Acosta posait des questions très dures à Donald Trump. Et Donald Trump, il y avait vraiment des scènes épouvantables qui se passaient entre les deux hommes. Et à un moment donné, Donald Trump a même fait enlever l'accréditation Maison-Blanche d'Acosta. Toute la presse de Washington s'est mobilisée. Et donc, ce qui se passe entre Donald Trump et CNN, c'est pas nouveau, mais il faut pas tomber dans le piège. C'est quelque chose que la base MAGA de Donald Trump adore. Depuis toujours, Donald Trump n'arrête pas de dire à la base MAGA qui vote pour lui, les journalistes sont nuls.
les journalistes sont pourris, les journalistes racontent n'importe quoi, fake news, il n'y a pas pire que CNN. Je cite Donald Trump. Et la presse américaine, elle a décidé de résister. Elle a décidé de dire on fera notre travail, même si on est insulté par Donald Trump, on continuera à poser des questions dures, on continuera à montrer des choses qui se passent pendant qu'un président est à la Maison-Blanche. Il y a une presse qui essaye de résister, mais il y a aussi des intérêts économiques. Et on est dans une période malheureusement absolument passionnante et malheureusement tragique pour le journalisme. Vous le savez, les journaux, les chaînes de télévision ont beaucoup moins d'argent qu'avant. Ils appartiennent aux États-Unis, les chaînes de télévision, les radios et les journaux à des grands groupes de plus en plus. Et il y a une crise absolument terrible financièrement dans des groupes et une crise aussi politique avec des gens à la tête des médias américains qui veulent éviter des problèmes avec l'administration Trump, qui veulent éviter que Donald Trump ne prenne ses avocats pour poursuivre pour des dizaines de millions de dollars des médias, qui veulent faire des économies parce qu'il faut gagner encore et toujours plus d'argent dans des secteurs lorsque vous êtes un grand patron et que vous possédez un journal. Et donc Donald Trump, de manière assez habile, parce que c'est un politicien très habile dans sa manière de faire campagne et de séduire sa base MAGA, a compris que taper sur la presse, c'était bien. Et il a compris que le pugilat en direct, sa base MAGA adore. En plus, c'est une femme, en plus, elle est assez jolie. Et donc, t'es nul, t'as vu comment t'es, tu souris jamais. Oh là là, ta chaîne, c'est une chaîne qui ne fait que des fausses infos. Pour la base MAGA, c'est vraiment ce que la base MAGA adore et il le fait régulièrement. Et CNN n'est pas dupe et pour le moment, il résiste. Après, encore une fois, la crise des médias aux États-Unis est telle que personne ne sait si ça va résister longtemps. Et je rappelle donc cette actualité d'il y a 24 heures où on a appris un plan social très important du côté du Washington Post, un journal historique de la presse américaine, notamment à l'origine du Watergate. Je fais juste un petit contexte, Laurent Saïm, et qui est donc détenu par Jeff Bezos, le patron d'Amazon, depuis 2013, avec des centaines de journalistes qui ont été licenciés, je crois, en un texto. On se rappelle de témoignages assez marquants de correspondantes du côté du front ukrainien en disant « j'ai été lâché en plein vol ». Ouais, moi, je voudrais ajouter quelque chose et je vous remercie de me donner la possibilité de faire ça. Ce qui se passe au Washington Post, c'est un drame. C'est vécu comme un drame par tous les gens qui aiment le journalisme sérieux. Ce n'est pas des centaines, c'est plus de 300 personnes qui ont été renvoyées. Ils sont arrivés à leur bureau à 8h30 du matin. À 9h du matin, ils devaient quitter les lieux, ils n'avaient plus accès à leur salle de rédaction, leur ordinateur était confisqué. Le Washington Post, pour nous tous qui aimons le journalisme, et surtout les gens qui écoutent France Culture, c'est quand même le journal qui a fait le Watergate. C'est le symbole du journalisme sérieux. Le titre en dessous du Washington Post, c'est « La démocratie meurt dans l'obscurité ». « Democracy dies in darkness ». Vous savez, on est tous aux États-Unis effondrés par ce qui se passe avec nos collègues du Washington Post qui, jusqu'au bout sur les réseaux sociaux, se sont mobilisés. Ils ont fait des messages absolument déchirants, montrant qu'ils étaient en Ukraine, montrant qu'ils étaient au Proche-Orient, montrant que c'était des petits reporters qui n'étaient pas assis sur des plateaux de télévision avec le bandeau grand reporter, mais qui étaient vraiment sur le terrain pour montrer ce qui se passait, pas souvent très bien payés. Ces gens ont été viré par Jeff Bezos, qui pendant ce temps-là était à la Fashion Week à Paris avec sa femme et se promenait et paradait avec plein de gens riches et très célèbres, et il n'a jamais dit un mot sur le renvoi qu'il avait ordonné à l'intérieur de son journal pour économiser quelques millions alors qu'il a des milliards sur son compte en banque. Ça touche le cœur du journalisme, ce qui s'est passé aux États-Unis sur le Washington Post. Et on a décidé, nous, journalistes indépendants, parce que finalement, on est une petite fratrie, on n'est pas salariés, on est journalistes indépendants, de dire haut et fort que ce qui s'est passé au Washington Post, c'est absolument atroce. Et l'Amérique, elle donne des leçons. Elle dit, c'est un laboratoire. Des années plus tard, ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive en France. Ce qui s'est passé au Washington Post, c'est un tournant majeur dans l'histoire du journalisme et dans l'histoire de reporters qui essayent toujours d'être sur le terrain. Le service étranger a été complètement démantelé. Il n'y a plus de bureaux en Allemagne.
encore une fois, j'ai beaucoup d'émotions en disant ça parce que je peux vous dire que j'ai eu des collègues du Washington Post, c'était leur vie de faire du journalisme, c'était une manière de vivre et c'est terminé avec le patron de Jeff Bezos qui paradait pour la Fashion Week à Paris. Voilà, c'était important dans la fabrique de l'information, évidemment, qu'on rebondisse sur cette actualité qui n'est pas totalement décorrélée par rapport à notre sujet, puisque c'est au moment où cette affaire Jeffrey Epstein rebondit avec ses millions de documents, c'est au moment où on aurait besoin de journalistes forts et puissants, de rédactions qui mettent de l'argent pour arriver à analyser, à enquêter, puisqu'il y a évidemment sans doute une stratégie de diffusion d'énormément de documents pour un peu noyer le poisson, ne permettre peut-être pas aux journalistes d'aller au plus simple pour faire leur travail, qu'on a besoin d'une presse forte pour lutter contre un pouvoir qui est en place. Donc ces millions de documents, nous y venons, c'était la semaine dernière, ils arrivent et j'imagine que pour la sphère complotiste, ces documents qui sont libres d'accès, qui sont diffusés sur un site du ministère de la Justice aux États-Unis, c'est du pain béni. Comment sont-ils exploités, détournés? Parce que ces documents même, on le voit bien nous en tant que spectateurs, ils sont complètement décontextualisés. On a des images, mais c'est compliqué, elles sont complexes à analyser ces images. Parfois, il n'y a rien de répréhensible totalement sur ces images-là. Enfin, comment, justement, sont-elles récupérées dans cette sphère ? Oui, tout à fait. Étant donné la largeur et puis l'étendue de tous ces documents qui ont été publiés, ça représente un réservoir de production de contenu assez important pour les influenceurs complotistes, puisque le nerf de la guerre, finalement, c'est la production de contenu. On veut satisfaire une audience, et donc on va produire du contenu à cette fin. Et c'est exactement ce que la plupart des influenceurs complotistes sont en train de faire, chacun à leur manière, selon la zone géographique, ou plutôt linguistique qu'ils couvrent, en cherchant des liens, en reconnectant tout ça de manière rétroactive, antérieure, avec d'autres affaires, d'autres documents incriminants, parfois décontextualisés. Vous aviez d'ailleurs cité vous-même l'affaire du Pizzagate, qui en fait était basée sur le détournement sur 4chan, avec des recoupements extrêmement liés à la culture de 4chan, qui faisaient parler des emails d'Hillary Clinton, et il y a fort à parier en réalité que cette affaire va matérialiser, et la publication de ces dossiers va matérialiser un renouveau de ces pratiques recombinantes de documents qu'on va faire discuter entre eux afin de trouver des preuves incriminantes. Alors justement, ces preuves incriminantes ou ces documents, ils apparaissent et ils disparaissent, ils sont diffusés, ils sont caviardés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de noms qui sont cachés, qui sont coupés. Laurent Saïm, vous qui connaissez bien les rouages aussi de la justice américaine, comment on peut expliquer le fait qu'il y a des documents qui soient publiés et qui tout de suite disparaissent, ce qui met les États, les journalistes dans un état de FOMO, on pourrait dire, un fear of missing out, en étant devant, en se disant il faut qu'on fasse des captures, il faut qu'on les saisisse. Pourquoi ces documents disparaissent ? On ne sait pas. Et c'est très compliqué. Et par exemple, je ne citerai pas le nom d'une personne française, mais il y a 2 jours, j'étais donc avec des collègues dans ce qui s'appelle la database pour voir tous les emails associés à Epstein et le nom de cette personne française. Il y avait 197 emails et des échanges et Epstein posant des questions sur cette très grande personnalité française, voulant le rencontrer, etc. J'ai fait quelques captures d'écran. C'était en plein milieu de la nuit parce qu'avec des collègues, on bosse vraiment 20 heures par jour pour essayer de voir les milliers de documents et de textes et de SMS qui nous sont fournis. Et bien, le lendemain matin, quand on s'est réveillé, il y avait plus 197 emails. Il y avait 51 emails qui restaient. Donc, dans la nuit, il y a quelqu'un qui a fait effacer, et ça a marché, ces emails. Alors, c'est très compliqué parce que, d'abord, chaque fois que votre nom est associé à Jeffrey Epstein, évidemment, c'est pas de la bonne publicité. Mais nous, en tant que journalistes, on peut pas balancer un nom comme ça sans avoir vérifié précisément auprès de la personne ce qui s'est passé. Et ça, on est quelques-uns à dire, attention, il faut pas, quand on trouve un email, tiens, on va mettre cette personne a vu Epstein, parce qu'il y a des associations d'idées en ce moment qui sont faites. Et donc, on appelle cette personne, ou on envoie un email à cette personne pour lui dire, voilà, telle date, j'ai trouvé un email entre vous et Jeffrey Epstein, vous parliez de déjeuner avec lui, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Et dans le cas de cette personne française, il y a 2 jours, j'ai fait ça, avec donc plus d'une centaine d'emails que j'avais trouvés.
et le lendemain matin, il restait plus que 51 emails. Donc, est-ce que cette personne française, avec ses avocats, a soudain eu peur et a réussi à faire enlever les emails du site? C'est tout à fait possible. Encore une fois, je ne sais pas, mais il y a un fait. Je trouve 197 emails sur une personne française. Je fais un travail de vérification pour savoir qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus. Quelques heures plus tard, il n'y a plus que 51 emails qui restent impliquant cette même personne. Alors, sans trahir de secret, Virginie Villard, que nous devions avoir dans cette émission, mais qui était sur le terrain, je crois, est justement en train de tenter de retrouver une personnalité française, m'a-t-elle dit peut-être, dont le risque était qu'elle quitte le territoire. Donc j'imagine qu'en ce moment, c'est fréquent d'avoir ces personnalités qui sont compromises, qui ont des choses qui ont commis sans doute des actes répréhensibles, qui voient ces documents arriver, avec une bataille donc d'avocats pour les faire disparaître, et donc le travail de journaliste, vous parliez de 20 heures sur 24, qui veille pour arriver à déclencher d'autres révélations, puisque finalement, on l'a dit, nous en sommes qu'au début de cette histoire de Jeffrey Epstein, et justement qu'au début sur le cas français. On vous reprendra dans un instant, Laurent Sailly, mais tout de suite, on va aller voir Ingrid Terroir de la rédaction de Courrier International pour qu'elle puisse aussi nous faire un petit tour d'horizon de la presse et de la manière dont cette presse européenne, alors on va commencer par les États-Unis, mais de presse européenne traite du sujet. Oui, il y a des dossiers qui ne meurent pas, François, on le voit bien. Ils sommeillent, ils attendent, et puis un jour, voilà, ils reviennent. Et en ce moment, sous la forme d'une montagne. Avant cette déferlante, le New York Times publiait un très long article d'analyse qui proposait une lecture globale. À partir des emails qui étaient déjà accessibles en décembre dernier, le journal décrivait l'existence d'une élite transnationale, politique, financière, universitaire, philanthropique, soudée par ses intérêts, ses réseaux et sa capacité à détourner le regard. L'affaire Epstein y apparaissait moins comme une suite de scandales, finalement, que comme le révélateur d'un véritable système. Depuis la publication massive des documents, cette lecture s'est maintenant fragmentée. Ce qu'on voit, ce sont des éclats, des secousses nationales et des chutes isolées. En France, plusieurs titres étrangers, qu'on a repris à Courrier International, soulignent que la piste française avait longtemps été marginale. Jusqu'à ce que surgissent, noir sur blanc, Laurent Sailly m'en parlait, des éléments précis et des noms connus. Je vais en donner quelques-uns qui sont sortis dans la presse, Jack Lang, Bruno Le Maire, Marine Le Pen, comme l'a révélé notamment le quotidien populaire suisse Blick. Alors il n'y a rien à ce stade qui fonde des poursuites pénales, mais suffisamment tout de même pour fissurer le récit d'une affaire qui serait cantonnée au monde anglo-saxon. Voilà, et comme l'a dit à l'instant Laurent Saïm, ces noms sont ressortis. Maintenant, c'est pas parce que ces noms apparaissent qu'il y a forcément des éléments condamnables. Alors sur le cas de Jack Lang, on voit qu'une enquête est en cours du côté de Mediapart et notamment de ses liens avec sa fille. Et ailleurs, donc, la secousse est plus brutale, Ingrid. Alors en Europe, pour commencer, en Norvège, Vertonsgang, qui est le principal tabloïd du pays, mais qui est aussi un média d'investigation qui a un très fort impact, révèle que le nom de la princesse héritière Mette-Marit apparaît plus de 1000 fois dans les fichiers, dans des échanges parfois intimes, écrits après la condamnation d'Epstein. La presse norvégienne parle d'un manque de jugement spectaculaire et la monarchie s'en trouve vraiment fragilisée. En Slovaquie, ça a été la chute immédiate, raconte la BBC, du conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre qui a démissionné après la publication d'échanges de messages avec Epstein où il mélange des propos sur les femmes et des discussions diplomatiques. Au Royaume-Uni, le New Statesman, qui est un magazine politique et intellectuel du centre-gauche, évoque le scandale du siècle autour de Peter Mandelson. Cet ancien pilier du New Labour et qui a été l'ambassadeur à Washington de son pays a vu sa carrière s'effondrer en quelques jours et sa chute met aujourd'hui Downing Street en grande difficulté et le Premier ministre sur la sellette. Toujours outre-Manche, Andrew Windsor, Mountbatten Windsor, l'ancien prince Andrew, a perdu ses titres et ses fonctions. Ghislaine Maxwell a perdu sa liberté et l'hebdomadaire libéral The Economist y voit la fin d'un cycle. La fin du cycle d'une élite longtemps convaincue que son capital politique et symbolique la mettrait finalement à l'abri de toute sanction durable. Et donc le Daily Telegraph, toujours chez nos amis anglais, pose une question qui traverse de plus en plus de rédactions. Pourquoi les Britanniques seraient-ils les seuls à payer ? Parce que c'est vrai que pendant ce temps, aux États-Unis, Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates ou encore Elon Musk continuent d'occuper l'espace public protégé par l'absence de preuves juridiquement exploitables. Alors sur Bill Gates précisément, les nouveaux documents ont ravivé un dossier ancien. Les documents évoquent des brouillons de courriels et des projets avortés entre Epstein et le fondateur de Microsoft. Bill Gates
n'est accusé d'aucun crime, mais il reconnaît tout de même une grave erreur de jugement et affirme regretter chaque interaction avec Epstein. Et d'ailleurs, Bill Gates s'est exprimé très récemment concernant cette affaire-là, en rappelant qu'il s'agissait qu'un brouillon d'email et en ne sachant pas de quoi celui-ci retournait. Alors si ces révélations produisent des effets politiques inégaux, c'est aussi en raison de la nature même des fichiers. Oui, 3 millions de documents qui mêlent email, témoignages, signalements non vérifiés. C'est une matière brute, souvent non corroborée, parfois caviardée, juridiquement fragile. Le New York Times choisit de ne pas détailler certains éléments. Fox News, la chaîne conservatrice américaine, les balaie. TMZ, site spécialisé dans l'actualité People, choisit d'en faire un matériau divertissement continu, privilégiant l'impact immédiat à la vérification. Et alors, entre ces différentes lignes éditoriales, la presse dite de référence avance avec précaution, pas tant par indulgence que par méthode. Résultat, l'affaire Epstein se raconte désormais par fragments. On a des affaires nationales, des responsabilités individuelles, des scandales disjoints. Et ce qui se perd, c'est la compréhension d'ensemble d'un système. Celui qui avait commencé justement à décrire, je vous le disais au tout début de cette chronique, le New York Times, avant même la publication massive de tous ces documents. Un système qui ne touche pas que des membres de familles royales et des anciens présidents, mais aussi, comme le note le Wall Street Journal, des dirigeants d'entreprises, des médecins, des avocats et des négociateurs de renom qui sont au sommet de leur art. C'est donc un système que ces documents continuent de dessiner en creux. Une élite mobile, connectée, transpartisane, dont la loyauté est d'abord horizontale. C'est une classe Epstein qui a su longtemps protéger ses membres, quitte à reléguer les victimes à l'arrière-plan. Merci beaucoup Ingrid Tarwatt, une chronique donc à retrouver sur l'application et le site Radio France ainsi que bien sûr celui de votre journal Courrier International. Le dernier mot d'Ingrid Tarwatt concerne justement les victimes. On a l'impression, Laurence Heim, en tout cas du côté de la France, que les victimes on les entend peu ou pas. Comment expliquer cette absence des victimes dans ce grand récit médiatique ? Alors, c'est la première fois que je suis en léger désaccord avec vous. On les entend, les victimes. Moi, je disais du côté de la France. Moi, j'ai l'impression que du côté de la France. Oui, du côté de la France. Alors, on sait qu'il y avait des victimes françaises. Il y avait des masseuses françaises. On avait vu leur nom, leur numéro de téléphone dans le petit carnet noir au moment de l'arrestation d'Epstein qui était sorti, avec parfois des noms qui apparaissaient avec des numéros de téléphone. À l'époque, pour CBS News, moi, j'ai téléphoné à chaque Française et chaque Français qui apparaissait dans ce carnet noir, et je peux vous dire que personne ne voulait parler. C'était « j'ai rien à dire, je ne connaissais pas Epstein, on me raccrochait au nez, c'est n'importe quoi, laissez-moi tranquille ». Je n'ai jamais trouvé une personne française victime d'Epstein qui acceptait de parler, et il y a eu plein de rumeurs là-dessus. Donc pour le moment, factuellement, de mon côté, il n'y a jamais eu une jeune fille mineure au moment des faits disant « j'ai été abusée par Jeffrey Epstein ». Voilà, ça. Mais il y a en tout cas des Français et des Françaises qui sont impliqués dans l'affaire Epstein, qui savaient et qui ont choisi la loi du silence. Et moi, ce qui me frappe, et c'est quelque chose d'important, c'est qu'en ce moment, ces Français et ces Françaises, dans les emails, il y a des noms qui apparaissent. Des noms de Français qui sont allés en 2017, 2018, sur l'île privée de Jeffrey Epstein. Et quand vous les appelez pour leur dire « bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» D'un seul coup, le plus souvent, 90% du temps, depuis une semaine, ce sont des menaces. C'est un cabinet de communication qui vous appelle en vous disant « mais ça va pas la tête, vous pouvez pas dire ça, on ne veut absolument pas que notre nom soit associé, ça a été totalement annulé, on n'a jamais, mon client n'a jamais vraiment vu avec Jeffrey Epstein, il a tout de suite dit qu'il ne voulait pas travailler avec lui, alors que d'autres emails démontrent absolument le contraire. Donc la difficulté, c'est de convaincre les Français et les Françaises associés à Epstein de sortir de la loi du silence, de nous expliquer c'était comment l'île privée, qu'est-ce que vous avez vu, comment Epstein était avec vous. On a besoin de comprendre parce qu'il faut respecter les victimes et plus on a d'informations, plus on va comprendre comment ce monde vivait en toute impunité et continuait à vivre souvent
en toute impunité. Voilà, donc c'est donc un message que vous lancez justement, Laurent Saïm, pour recueillir cette parole-là qui permettra de nourrir l'enquête, les témoignages finalement qui restent la plus importante des preuves, au-delà de ces notes, de ces images, de ces vidéos qui sont importantes certes, mais complexes à analyser, à explorer, parfois même repris dans les sphères complotistes. Comme vous l'avez dit, Dušan Bozalka, je le rappelle, vous êtes doctorant auprès du Centre d'analyse de recherche interdisciplinaire sur les médias à Paris Panthéon Assas. On pourra bientôt vous lire dans un article de recherche. Laurent Saïm, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé votre expertise et votre connaissance de la situation américaine. On peut vous lire du côté du Substack Le Monde de Trump. Merci beaucoup Ingrid. Merci à la réalisation de cette émission, Sorge Leroy à la préparation, Joséphine Reinhardt. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro.